ne viens pas à Noël. Mon ex sera là et je veux prendre de ses nouvelles, m'a dit ma petite amie après que j'avais déjà planifié une surprise et acheté le cadeau de ses rêves. Alors, j'ai retourné le cadeau, fait mes valises et je suis parti. Un jour plus tard, elle a appelé en pleurant parce que son ex avait amené sa fiancée enceinte. La petite boîte bleue me pesait comme une pierre d'aimant dans la poche de ma veste, un lourd secret. Pendant 3 mois, elle avait été ma boussole. Chaque fois que Sophie était passée devant la publication Instagram de ce bijoutier en septembre dernier, en soupirant, « Mon Dieu, cette monture art déco est littéralement mon rêve », j'avais pris une note mentale. Chaque fois que nous étions passés devant la vitrine du magasin en ville, et qu'elle s'était arrêtée juste une seconde, je l'avais remarqué. Le collier n'était pas seulement un cadeau. C'était un symbole, la preuve que j'écoutais, que je me souvenais. C'était aussi la pièce maîtresse de ma grande surprise de Noël. Sophie était rentrée chez sa famille dans les Alpes une semaine plus tôt, stressée par la finalisation d'un gros projet pour son agence de marketing. Je serai simplement enterré dans mon ancienne chambre, avait-elle dit en m'embrassant pour me dire au revoir à l'aéroport. Ce seront des vacances studieuses jusqu'à ce que tu arrives. Le réveillon de Noël sera notre véritable commencement. Notre plan était simple. Je devais prendre l'avion le 24, passer le jour de Noël avec sa famille nombreuse et bruyante, puis nous aurions 2 jours seuls dans un chalet de montagne confortable que j'avais réservé avant de rentrer ensemble en voiture. Mais la surprise, ma surprise, était que je ne venais pas le 24. Je venais le 23. J'avais changé mon vol, utilisé une partie du bonus que j'avais discrètement économisé, et j'allais me présenter à la porte de sa famille un jour entier plus tôt, collier en main, pour l'emmener pour une soirée privée et romantique avant le chaos familial. J'étais en train de faire mon bagage à main quand son texto est arrivé. C'était le 22 décembre. Je partais dans 12 heures. Le téléphone a vibré sur le lit à côté de mon pull à moitié plié. J'ai vu son nom et j'ai souri, m'attendant à un message frénétique rempli d'émojis sur la cuisine de sa mère ou les enfants de sa sœur. Sophie 16h18 salut, alors changement de plan pour demain. Mon sourire n'a pas vacillé. Elle n'en a aucune idée, ai-je pensé. Sophie 16h19 ne vient pas pour le réveillon de Noël. Les mots furent comme un coup de poing court et sec au diaphragme. L'air a quitté mes poumons. J'ai fixé l'écran, attendant la chute, la suite, je plaisante. Arrive plus tôt. Rien. Sophie, 16h20 Marc sera là avec sa famille. Et honnêtement, je veux juste une chance de prendre de ses nouvelles sans que ce soit bizarre. Ça fait des années. Nous ferons notre truc après le nouvel an. D'accord. Merci de ta compréhension. Je l'ai lu. Puis je l'ai relu, puis une 3e fois. Mes yeux s'accrochant aux phrases comme des hameçons, ne viens pas, Marc, sans que ce soit bizarre, merci de ta compréhension. Marc. Son petit ami de l'université. Celui avec le fond en fiducie et le sourire condescendant sur chaque photo. Celui qui lui avait échappé, une expression qu'elle n'avait utilisée qu'une seule fois, ivre, et qu'elle avait immédiatement essayé de retirer. Je ne l'avais jamais rencontré. C'était un fantôme dans notre relation, un point de référence dont je n'avais apparemment jamais eu à m'inquiéter jusqu'à maintenant. Le silence de mon appartement devint absolu, un silence épais et cotonneux. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur, le pouls lointain de la circulation. Je me suis assis sur le bord du lit, le pull soigneusement plié maintenant un tas froissé sous moi. Mon premier instinct, stupidement, fut d'expliquer, de lui parler de la surprise, de dire « mais je suis déjà en route. J'ai le collier. Nous pouvons toujours avoir notre soirée. » Comme si mon grand geste romantique pouvait l'emporter sur son désir de voir Marc. Une vague froide et claire m'a submergé, éteignant cet instinct. Ce n'était pas une négociation. C'était une notification. Elle m'avait désinvité de Noël pour faire de la place à un fantôme. Et elle l'avait fait par texto, la veille. J'ai pris le téléphone. Mes doigts étaient stables. Je n'ai pas appelé. J'ai tapé. Moi 16h25 j'ai besoin que tu m'expliques ça. Appelle-moi. 5 minutes ont passé. Puis mon téléphone a sonné. Son visage est apparu sur l'écran, une photo que j'avais prise d'elle riant au soleil. Cela semblait être une relique d'une autre vie. J'ai répondu. Salut. Salut, dit-elle. Sa voix était légère, légèrement impatiente.
Il y avait du bruit en arrière-plan. Du bruit de famille, des assiettes qui s'entrechoquent, un enfant qui crie. Normalement, tu as eu mon texto? Je l'ai eu. Tu me désinvites pour pouvoir prendre des nouvelles de Marc. J'ai gardé ma voix plate, dépourvue du tremblement que je sentais dans ma poitrine. Elle laissa échapper un soupir court et exaspéré. Mon Dieu, ne le dis pas comme ça. Ce n'est pas une désinvitation. C'est juste compliqué. Les Dubois sont de vieux amis de la famille. Il est en ville. Il traverse une période difficile et j'ai juste besoin d'être là pour lui en tant qu'ami. Ta présence rendrait les choses tendues. Tu serais assis là et je me sentirais observé. J'ai absorbé la logique. Il traverse une période difficile. J'ai besoin d'être là pour lui à Noël. Dans sa maison familiale, ma présence serait un obstacle à son soutien pour un autre homme. Tu as besoin d'être là pour lui, ai-je répété lentement. À Noël. Et moi, je suis quoi, un obstacle? Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas entrer dans les détails. Son ton s'est durci, une attitude défensive familière qui précédait généralement une dispute. Elle était déterminée à gagner. Tu ramènes tout à toi. C'est une seule soirée. Ce n'est pas grave. Nous avons toute notre vie pour les Noëls. J'ai besoin. Je pense que j'ai besoin de cette conclusion avec lui pour pouvoir avancer pleinement avec nous. Ne peux-tu pas me soutenir là-dedans? C'est juste une conclusion mature. Mature. Le mot était une arme, soigneusement choisie pour que ma blessure paraisse puérile. Mon silence s'est étiré. Jacques, tu es là. Écoute, ce n'est pas grave. Nous passerons un excellent moment après le Nouvel An. Je te le promets. La boîte bleue dans ma poche semblait me brûler la cuisse. La réservation non remboursable du chalet. Le vol modifié. L'image mentale que j'avais chérie pendant des semaines de son visage stupéfait et joyeux à la porte s'est brisée et reformée en une nouvelle, elle assise près d'un feu avec Marc, partageant un sourire nostalgique pendant que j'étais assis seul dans notre appartement, comprenant. Donc c'est tout, ai-je dit, ma voix trouvant enfin son nouveau registre calme. Ce n'était plus la voix de son petit ami. C'était la voix d'un homme observant un phénomène très intéressant, très triste. Tu as décidé que je ne devais pas venir pour le réveillon de Noël. Oui. Ne sois pas dramatique. Ce n'est que de la logistique, n'est-ce pas, ai-je dit. De la logistique. Alors, tout va bien, demanda-t-elle, l'impatience revenant. Elle passait déjà mentalement à ce que prendre des nouvelles impliquait. Oui, Sophie, ai-je dit en regardant autour de la chambre que nous partagions, la vie que je pensais que nous construisions. Tout va bien. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas attendu son au revoir. Pendant un long moment, je suis resté assis là. La colère est venue, une vague rouge et chaude, mais elle a culminé et s'est brisée rapidement contre les falaises abruptes et absurdes de son manque de respect. Ce qui est resté dans son sillage était une clarté profonde, presque paisible. Les questions comment a-t-elle pu se sont dissoutes. Elle le pouvait. Elle l'a fait. Le pourquoi était sans importance. Le seul fait pertinent était l'action elle-même. Elle avait choisi la possibilité de Marc plutôt que la certitude de moi lors de l'une des soirées les plus importantes de l'année, et elle l'avait fait avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui annule un rendez-vous chez le coiffeur. Je me suis levé. Le premier geste fut mécanique. J'ai ouvert mon ordinateur portable, navigué sur le site de la compagnie aérienne et annulé mon vol. Le crédit irait sur mon compte pour un futur voyage, en solo. Ensuite, j'ai sorti la petite boîte bleue de ma poche. Je l'ai tenue dans ma paume. Son poids, sa promesse, semblaient maintenant pathétiques. Un symbole de ma dévotion, prêt à être offert à quelqu'un qui voyait ma dévotion comme un inconvénient. Je l'ai remise dans sa pochette en velours, l'ai placée dans le plus grand sac cadeau avec le papier de soie, et j'ai attrapé mon manteau. La bijouterie se trouvait dans un centre commercial chic voisin, encore décoré de guirlandes et animé par les acheteurs de dernière minute. La même employée qui m'avait aidé il y a 3 mois, une gentille femme plus âgée nommée Hélène, m'a reconnu. Déjà de retour? La monture ne lui a pas plu, demanda-t-elle, son sourire chaleureux. La monture était parfaite, ai-je dit, ma voix égale. La destinataire, cependant, ne l'était pas. Je dois le retourner.
Son sourire s'est estompé pour laisser place à un regard de pitié douce et professionnel. Elle n'a pas demandé de détails. Elle a simplement traité le retour, ma carte de crédit a été remboursée avec un doux chaching qui ressemblait à la clôture d'un registre. En me tendant le reçu, elle m'a fait un petit signe de tête sympathique. La bonne personne viendra, mon cher, et elle l'appréciera. Je l'ai remercié et je suis parti, le sac cadeau maintenant vide dans la poubelle près de la sortie du centre commercial. De retour à l'appartement, le travail a commencé. J'ai sorti ma grande valise et un ensemble de boîtes en carton du placard de rangement. J'ai commencé dans la salle de bain, enlevant mes articles de toilette du serviteur de douche, de l'étagère au-dessus du lavabo. Je n'ai pris que ce qui était à moi, le rasoir de luxe qu'elle m'avait acheté pour mon anniversaire, le parfum qu'elle disait adorer. J'ai laissé le shampoing à moitié utilisé que nous partagions. Dans la chambre, j'ai vidé mon côté du placard, mes tiroirs de la commode. J'étais méticuleux, un chirurgien retirant un corps étranger. J'ai pris la photo encadrée de nous sur ma table de chevet, j'ai laissé celle sur la sienne. J'ai enlevé les draps du lit où ils étaient à moi et j'ai laissé le matelas nu. J'ai emballé des livres des étagères, ceux que j'avais apportés dans la relation. J'ai débranché ma console de jeu du téléviseur du salon, enroulé les fils avec soin. Avec chaque objet emballé, chaque trace de moi enlevée, l'appartement ne semblait pas plus vide. Il semblait plus léger, comme si je perdais une peau qui était devenue trop serrée, trop fine. Cela a pris 4 heures. Quand j'ai eu fini, l'espace qui restait était le sien, sans dilution. Il ressemblait à l'appartement d'une inconnue, ou à l'appartement de la femme que Sophie avait été avant que j'emménage. Il était complet sans moi. J'ai chargé les boîtes et la valise dans ma voiture. J'ai fait un dernier tour. Salle de bain, chambre, salon, cuisine. J'ai vu une tasse à café que je lui avais achetée lors d'un voyage, celle qui disait « La petite amie la plus passable du monde » pour la blague. Je l'ai laissée. À la porte d'entrée, je me suis arrêté. J'ai retiré ma clé de mon trousseau. Le métal était chaud de ma poche. Je l'ai posée avec soin sur la petite table de l'entrée, en plein centre. Puis je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai conduit jusqu'à un hôtel près de l'aéroport. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai ressenti un silence vaste et retentissant. J'ai commandé un service en chambre, regardé un film sans intérêt et dormi d'un sommeil profond et sans rêve. La chambre d'hôtel était une capsule de silence stérile. Pas de guirlande, pas de musique de Noël en fond sonore, juste le faible bourdonnement de la climatisation et le son lointain et étouffé d'une chaîne d'informations de la chambre voisine. Je me suis réveillé le matin du 23, le jour où j'étais censé la surprendre, et je n'ai ressenti aucune dévastation, mais une simplicité creuse et propre. Le chagrin était là, mais c'était une chose lointaine, enfermée derrière une épaisse vitre. Plus présent était le pur soulagement d'avoir agi, d'être libéré de l'attente, de l'interrogation, de l'espoir pathétique qu'elle changerait d'avis. J'ai passé la journée dans un état de détachement productif. J'ai trouvé un garde-meuble près de mon bureau, je l'ai loué pour 3 mois et j'ai déplacé toutes les boîtes et ma valise de la voiture dans le petit espace en béton. C'était un acte de mise entre parenthèses temporelle. Ceci est l'intérim. Ceci n'est plus ma vie. J'ai ensuite conduit jusqu'au seul endroit qui ressemblait à un refuge, la maison de mon frère aîné en banlieue. Michel m'a regardé sur son seuil, mon expression plate, sans bagage à la main, et n'a pas posé une seule question. Il a juste ouvert plus grand la porte. Les bières sont dans le frigo. Le canapé est à toi. Les enfants sont excités par le sucre et le papier cadeau. Je te préviens. C'était parfait. Le bruit chaotique et aimant de sa famille était un baume. J'ai aidé mon neveu à assembler un vaisseau spatial Lego déroutant, écouté les drames professionnels de ma belle-sœur et mangé 3 portions de lasagne. Quand Michel m'a finalement acculé dans la cuisine en chargeant le lave-vaisselle, il s'est appuyé contre le comptoir. Alors, tu veux me dire pourquoi tu es ici et pas dans les Alpes? Je lui ai raconté, avec le même ton calme et factuel que j'avais utilisé pour faire mes cartons. Elle m'a désinvité du réveillon de Noël pour pouvoir prendre des nouvelles de son ex-petite amie sans que je rende les choses bizarres. Alors, j'ai déménagé mes affaires. Michel m'a regardé, un torchon figé dans sa main. Puis, il a laissé échapper un sifflement bas. Waouh! C'est d'une méchanceté clinique. Il a étudié mon visage. Tu vas bien?
Tu as l'air bizarrement bien. Je vais bizarrement bien, ai-je dit et j'ai réalisé que c'était vrai. Je pense que j'étais malheureux depuis un moment. Je n'avais juste pas une assez bonne raison de l'admettre. Maintenant, j'en ai une. Il a hoché la tête, me tapant sur l'épaule. Bien. Alors nous sommes contents que tu sois là. Au diable avec elle. Cette nuit-là, sur son canapé, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le réveillon de Noël, mon téléphone est resté sombre et silencieux. J'avais mis ses notifications en sourdine, mais j'avais laissé la ligne ouverte. Une partie de moi, détachée et observatrice, était curieuse. Enverrait-elle un texto laconique « Joyeux Noël » Appellerait-elle, pleine d'une fausse joie, prétendant que notre conversation n'avait jamais eu lieu? Je me sentais comme un scientifique attendant une réaction prévisible. La réaction n'est pas venue avec un texto, mais avec un message vocal. Il est arrivé à 23h37. Je jouais à un jeu vidéo avec mon neveu quand j'ai vu la notification. J'ai attendu qu'il soit distrait par une cinématique flashy, puis j'ai mis mes écouteurs et je suis allé dans la salle de bain des invités, en fermant la porte à clé. J'ai appuyé sur lecture. Le son qui est sorti n'était pas celui de la Sophie que je connaissais. C'était une version brute, humide, brisée. Des sanglots entrecoupaient le message, interrompus par des respirations saccadées. Jacques. Oh mon Dieu, Jacques, tu ne vas pas croire ce qu'il a fait. Une inspiration frissonnante. Il l'a amenée. Il l'a amenée. Sa fiancée. Une blonde de la Suisse. Et elle est. Elle est. Sa voix est tombée à un murmure horrifié. Elle est enceinte. Genre, vraiment enceinte. Ça se voit. Et il a porté un grand toast. En lui tenant la main, racontant que ce Noël était un moment de bouclage de boucles et à quel point ils étaient excités de fonder leur famille. Il y a eu un bruit comme si elle couvrait le téléphone, un gémissement étouffé. Puis elle est revenue, sa voix tremblant d'un mélange toxique de chagrin et de fureur. Il l'a fait exprès pour m'humilier. Il savait que je serais là. Il a demandé si je serais là. Toute ma famille a vu la scène. Ma mère n'arrête pas de me lancer des regards. Mon père a juste quitté la pièce. Tout le monde fait comme si tout allait bien, mais c'est un massacre ici. Elle s'est de nouveau effondrée, pleurant de manière incontrôlable. Puis, un changement. Le désespoir s'est tourné vers l'extérieur, vers moi. Le ton est devenu suppliant, enfantin. J'ai besoin de toi. S'il te plaît. Je suis si stupide. Je le vois maintenant. Je vois tout si clairement. C'est un monstre. Et toi? Tu es ma personne. S'il te plaît. Peux-tu juste me rappeler? Juste me parler. Dis-moi que tout ira bien. Je n'ai jamais eu autant besoin de toi qu'en ce moment. S'il te plaît, Jacques. Le message s'est terminé. Je l'ai écouté 2 fois. La première fois, j'ai suivi les faits, la fiancée enceinte, le spectacle public, son humiliation. La deuxième fois, j'ai écouté le sous-texte. Pas une seule fois elle ne s'est excusée auprès de moi. Pas pour m'avoir désinvité, pas pour avoir choisi Marc, pas pour son rejet cruel. Son regret était entièrement égocentrique. Elle était humiliée. Elle était stupide. Elle avait besoin de réconfort. J'étais simplement l'utilitaire dont elle avait maintenant besoin, la trousse de premiers secours émotionnels qu'elle avait jetée mais qu'elle s'attendait maintenant à trouver entièrement approvisionnée. Je n'ai rien ressenti. Aucune justification. Aucune joie maligne. Juste une confirmation froide et finale. La femme dans ce message vocal était la vraie Sophie. Celle avec qui j'avais vécu avait été une façade agréable. Cette personne désespérée, égocentrique et pleine de droits était la réalité. J'ai supprimé le message vocal. Je n'ai pas rappelé. Les textos ont commencé le matin de Noël. Sophie, 9h14 as-tu eu mon message? Je souffre vraiment. Sophie, 11h02 je ne peux pas croire que tu m'ignores le jour de Noël. C'est si cruel. Sophie, 14h48 ma famille demande où tu es. Je ne sais pas quoi leur dire. Tu rends les choses tellement plus difficiles. Le transfert de blâme fut immédiat et a coupé le souffle.
J'étais cruel. Je rendais les choses difficiles. Ses actions avaient disparu du récit. Je l'imaginais assise au milieu du papier cadeau déchiré et de la pitié de sa famille, tissant une nouvelle histoire où elle était la victime de deux hommes sans cœur. Je ne l'ai pas bloquée. J'ai regardé l'histoire se dérouler en temps réel, comme si je parcourais un blog tragique et mal écrit. Le point culminant de l'acte 2 est arrivé tard le 26. Sophie, 22h17 alors c'est tout. Tu vas juste me ghoster après 4 ans. Je suis assise ici, dévastée, et tu es si froid. C'est tellement typique de toi de fuir quand les choses deviennent émotionnellement difficiles, de simplement te renfermer. Marc avait raison à ton sujet. Il a dit que tu étais passif et que tu ne te battrais pour rien. Je suppose qu'il l'a vu aussi. Voilà. Le masque complètement tombé. La colère, l'agressivité, la citation directe du camp ennemi. Marc avait raison à ton sujet. La phrase flottait dans l'air numérique, toxique et révélatrice. Elle confirmait tout. Ils n'avaient pas seulement appris des nouvelles. Ils avaient disséqué notre relation. Mon caractère avait été un sujet de conversation entre eux. Elle s'était assise là et avait écouté son ex-petite amie me critiquer, et elle avait conservé son évaluation pour l'utiliser comme une arme maintenant. Un étrange sentiment de paix s'est installé en moi. C'était le cadeau. Ce texto était la libération finale et définitive. Elle m'avait montré le dernier coin caché de son manque de respect. Il n'y avait plus rien à voir. Mes doigts ont survolé l'écran. C'était le moment de la réponse finale. Elle ne nécessitait aucune colère, aucune réfutation longue. Elle devait être une simple déclaration factuelle de la nouvelle réalité, un miroir tendu à ses propres mots. J'ai tapé 3 phrases. Je les ai relues. Elles étaient parfaites dans leur finalité calme et absolue. Elles ne contenaient aucune émotion, aucune sympathie, aucune accroche pour une réponse. C'était une porte qui se fermait, un livre qui était rangé. J'ai appuyé sur envoyer. Moi, 22h23 j'ai écouté tes messages. Ce qui s'est passé avec Marc semble être exactement ce que tu avais demandé, une chance de prendre des nouvelles. Tu l'as eu. Je suis passé à autre chose. Ne me contacte plus. Alors, et seulement alors, j'ai bloqué son numéro. Je suis allé dans le salon où Michel regardait un match de basket. Tu as l'air plus léger, grogna-t-il, sans quitter l'écran des yeux. Je le suis, ai-je dit, et je le pensais. Le cordon était coupé. Le silence qui a suivi n'était pas une attente. C'était juste le silence, et il m'appartenait entièrement. Le silence après l'envoi de ce texto n'était pas vide. Il était plein, épais d'une paix que je n'avais pas connue depuis des années. C'était le son d'une alarme constante de bas niveau qui était enfin éteinte. Je suis resté chez Michel pendant une semaine, un fantôme dans le joyeux chaos de sa maison post-vacances, me reconstruisant lentement. La première chose que j'ai faite a été de trouver un nouvel appartement, un 2 pièces moderne et compact en centre-ville avec vue sur la rivière et aucun souvenir dans les murs. Il ressemblait moins à un foyer qu'à un centre de commandement pour une nouvelle vie. J'aimais ça comme ça. Je me suis jeté dans le travail. Le projet sur lequel je me laissais porter, celui que j'avais dépriorisé pour planifier la surprise de Noël, a soudainement eu toute mon attention furieuse. J'étais le premier au bureau, le dernier à partir. Ma patronne, une femme perspicace nommée Claire, m'a convoqué dans son bureau à la mi-janvier. Je ne sais pas ce que vous avez fait du Jacques décontracté du 4e trimestre, dit-elle en joignant les doigts, mais j'aimerais garder cette version. La proposition Girard était exceptionnelle. Je vous propose pour diriger la nouvelle équipe de liaison de la division aérospatiale. C'est une promotion importante, et cela nécessite un voyage à leur siège à Lyon le mois prochain. Ça vous intéresse? Une promotion. Un voyage. Une raison d'être au bureau tard le soir. C'était une bouée de sauvetage lancée à un homme qui nageait déjà, mais je l'ai saisi à 2 mains. Absolument, ai-je dit, et je le pensais. Les messages de Sophie ne se sont pas arrêtés avec le blocage, ils ont juste changé de canal. Une semaine après le Nouvel An, mon écran s'est allumé avec un appel de Lise, la mère de Sophie. Je l'ai fixé. Lise avait toujours été douce avec moi, bien qu'un peu envahissante. J'ai ressenti une pointe d'obligation, puis je me suis souvenu du message vocal « Ma mère n'arrête pas de me lancer des regards » et je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale.
Jacques, chérie, c'est Lise. Sa voix était mielleuse d'inquiétude. Nous sommes tous si inquiets pour toi aussi. Sophie est en plein désarroi, mon cœur. Complètement anéanti. Je sais qu'elle a fait une bête erreur, mais qu'est-ce que l'amour sans le pardon? Elle a besoin de toi. C'est dans ces moments-là qu'on soutient sa femme. Appelle-la, d'accord? Réglons ça. Une bête erreur. L'expression était comme une clé ouvrant une porte sur tout un couloir de perspectives toxiques. C'était l'écosystème qui avait créé Sophie. Je l'ai supprimé. Puis est venu l'émissaire que je redoutais le plus, Léa, la meilleure amie de Sophie. Le texto de Léa était un chef-d'œuvre de loyauté agressive. Léa, 12 janvier Jacques. C'est quoi ce bordel? Tu l'as juste abandonné après ce que cet abruti de Marc lui a fait? Elle est dévastée. Elle a merdé mais tu te comportes comme un salaud sans cœur. Elle a passé 4 ans à construire une vie avec toi et tu jettes tout ça pour une nuit? Les vrais hommes se battent pour leur relation. Appelle-la. Je n'ai pas réagi. J'ai juste enregistré le numéro sous Léa toxique et je l'ai bloqué. Les vrais hommes se battent pour leur relation. La phrase résonnait. Je m'étais battu. Je m'étais battu en planifiant une surprise, en achetant un collier en diamant, en étant présent pendant 4 ans. Ce qu'elle voulait dire, c'était, les vrais hommes s'assoient tranquillement et acceptent le manque de respect. J'en avais fini avec cette traduction. La tentative la plus révélatrice est venue début février. Un courriel. Elle avait dû dénicher une ancienne adresse électronique professionnelle. L'objet était, s'il te plaît, Jacques. Je ne sais pas si tu liras ceci. J'espère que oui. Je suis en thérapie maintenant. Mon thérapeute dit que j'ai une tendance à l'auto-sabotage quand je suis proche du vrai bonheur. Il dit que ce que j'ai fait était une manifestation d'une insécurité profonde, pas un reflet de mes sentiments pour toi. Je le vois maintenant. J'ai jeté la meilleure chose que j'ai jamais eue parce que j'avais peur de l'intensité de mon amour pour toi. N'est-ce pas tragique? Marc est un homme creux. Ce qu'il a fait a confirmé tout ce que tu penses probablement de lui. Mais cela m'a aussi montré le contraste frappant, ta solidité, ta gentillesse, ta force tranquille. J'étais trop aveugle pour voir sa valeur jusqu'à ce que je sois entouré de son néant à accent grave l'œil. Je ne te demande pas de revenir maintenant. Je demande juste une conversation, une chance de m'excuser en personne, pour que nous puissions tous les deux tourner la page. Tu te le dois à toi-même, n'est-ce pas? De ne pas laisser quelque chose qui était si beau se terminer par un texto. S'il te plaît, Jacques. Sophie, c'était une meilleure performance. Elle utilisait les bons mots, thérapie, auto-sabotage, solidité, tourner la page. Elle a même tenté un piège logique, tu te le dois à toi-même. Mais le refrain de fond était le même, je. Mes sentiments, ma thérapie, ma conclusion. Mon rôle était de fournir un public pour son arc de rédemption. Je n'ai pas répondu. J'ai créé un filtre qui envoyait tout courriel de son domaine directement à la corbeille. L'acte semblait chirurgical, propre. Ma propre conclusion n'est pas venue d'une conversation avec elle. Elle est venue des nouveaux rythmes de ma vie. Elle est venue de la satisfaction tranquille d'un appartement propre, de l'effervescence stimulante de mon nouveau rôle au travail, des samedis matins dans une salle d'escalade au lieu de brunch avec ses amis. De la reconnexion avec mes propres amis qui, prudemment, puis avec enthousiasme, ont accueilli de nouveau la version de moi dont ils se souvenaient avant Sophie, celui qui riait plus facilement. J'avançais, non pas avec un élan dramatique, mais avec un engagement quotidien et constant envers une vie qui était entièrement la mienne. Elle devenait un souvenir lointain et désagréable, comme une mauvaise grippe, jusqu'au mariage. L'invitation au mariage de Benoît et Chloé était arrivée des mois auparavant, une carte de réservation de date quand Sophie et moi étions encore un couple. Benoît était un ami d'université, Chloé était devenue amie avec Sophie par association. J'avais répondu pour deux, bien avant les Alpes. Dans le tourbillon du nouveau travail et du déménagement, j'avais oublié. Un courriel de rappel fin avril m'a secoué. Nous sommes impatients de célébrer avec vous et Sophie, disait-il joyeusement. Je l'ai fixé. C'était la première véritable collision avec le monde réel, le test public. Je pouvais ne pas y aller. Ce serait la chose la plus simple, la plus propre. Mais quelque chose en moi s'est rebellé contre l'idée de me cacher.
Me cacher, c'est ce que je faisais quand j'étais avec elle, me faisant plus petit pour accommoder ses humeurs, ses désirs sociaux. Je n'étais plus cet homme. J'ai répondu à Chloé, une note courte et gracieuse expliquant que Sophie et moi n'étions plus ensemble, que je leur souhaitais tout le bonheur du monde, et que je comprendrais tout à fait si un invité supplémentaire n'était plus possible. J'ai offert de me désister. L'appel de Chloé fut immédiat. Jacques. Oh mon Dieu, tu vas bien? Bien sûr que tu viens toujours. Benoît serait dévasté. S'il te plaît, viens. Ça te fera du bien. Alors, j'y suis allé. J'ai acheté un nouveau costume, mieux ajusté. J'y suis allé seul. Le mariage avait lieu dans un vignoble à 1 heure au nord de la ville. C'était une soirée de mes parfaites. En entrant au cocktail sur la terrasse, une flûte de champagne à la main, je l'ai vue. Elle était avec Léa et quelques autres de sa périphérie. Elle était plus mince. Son rire à quelque chose que Léa a dit était trop fort, trop aigu. Elle portait une robe que je reconnaissais, une qu'elle avait achetée pour un mariage l'année dernière où elle avait passé tout le trajet de retour en voiture à critiquer les choix de la mariée. Ses yeux balayaient la foule, agités. Ils se sont posés sur moi. L'expression sur son visage fut une succession rapide d'images, le choc, une lueur d'espoir, puis un durcissement en une blessure de façade. Elle a chuchoté quelque chose à Léa, qui a lancé un regard noir dans ma direction. J'ai fait un petit signe de tête neutre et je me suis tourné pour trouver Benoît, lui tapant dans le dos, sincèrement heureux pour mon ami. Je pensais que ce serait peut-être tout. Une reconnaissance. Je pourrais l'éviter toute la nuit. J'avais tort. Elle m'a acculé près du mur de pierre surplombant les vignobles alors que le soleil commençait à descendre sous les collines. Elle s'y était clairement préparée, alimentée au pinot. Jacques, sa voix était douce, tremblante, la voix de la thérapie. Sophie, ai-je dit, mon ton poli, de la manière dont on s'adresserait à un collègue que l'on connaît à peine. Tu as l'air en forme, dit-elle. C'était comme une accusation. Merci. Toi aussi. Un mensonge social inoffensif. Les plaisanteries se sont évaporées. Elle s'est approchée, ses yeux cherchant dans les miens la blessure, la colère, l'amour n'importe quoi pour s'accrocher. Elle n'a trouvé qu'une distance calme et polie. Cela la déstabilisait. J'ai reçu ton texto, dit-elle, le tremblement devenant plus prononcé. C'était si froid, Jacques. Après tout, tu m'as juste rejeté. J'ai pris une gorgée de champagne. J'ai énoncé un fait. Il n'y avait plus rien à discuter. Plus rien à discuter? Un éclair de l'ancienne colère, rapidement maîtrisé. Nous avons été ensemble pendant 4 ans. Nous avons parlé de mariage. Tu es juste parti sans te battre. Tu as rendu ton choix parfaitement clair, ai-je dit, ma voix toujours égale. Je l'ai respecté. Je me suis retiré de la situation que tu voulais. Ce n'était pas la situation que je voulais, son murmure était féroce. Je voulais tourner la page sur le passé pour pouvoir être pleinement présent avec toi. Tu n'as pas compris. J'ai compris, ai-je dit, la regardant enfin droit dans les yeux. Tu voulais explorer une option avec Marc, libre de la complication de ma présence. J'ai compris, et j'ai obéi. Il n'y a aucune confusion ici, Sophie. La vérité brute et sans phare, énoncée sans malice, lui a coupé le souffle. Ses yeux se sont remplis de larmes théâtrales. Il m'a utilisé. Il m'a humilié. Toute ma famille a vu. Je ne me suis jamais senti aussi seul. J'ai attendu. Elle attendait que je dise « Je suis désolé que ça te soit arrivé » pour offrir le réconfort qu'elle exigeait dans le message vocal. Je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré, devenant lourd, gênant. Ses larmes ont séché, frustrées. Alors c'est tout, a-t-elle finalement demandé, sa voix petite. Tu ne ressens rien après tout ce que nous avons eu? C'était le moment. La réponse finale n'était pas dans un texto. C'était ici, en personne, avec la lumière dorée d'un soleil couchant projetant de longues ombres. Je ressens, ai-je dit, choisissant mes mots avec le même soin que j'utilisais dans mon nouveau travail, que la personne envers qui j'étais engagé n'existe plus. Les choix que tu as faits l'ont révélé. Je suis plus que cette personne. Maintenant, je construis une vie qui n'inclut pas son souvenir ni les conséquences de ses choix.
Ce que tu ressens ou ce dont tu as besoin n'est plus une monnaie avec laquelle je traite. Elle a cligné des yeux, la formulation clinique la laissant déconcertée. Monnaie? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas une transaction. Cela signifie, ai-je dit, mon ton se réchauffant enfin avec un amusement léger et inébranlable, que tu me demandes d'investir de l'énergie émotionnelle dans une entreprise qui m'a déjà mis en faillite une fois. J'ai fermé ce compte. Je me concentre sur des entreprises rentables maintenant. J'ai vu la compréhension poindre, et avec it, une méchanceté finale et désespérée. Rentable? Comme ta petite promotion? Léa me l'a dit. Tu penses que ça te rend heureux? Tu te caches juste dans ton travail. Tu es seul. À ce moment, Claire, ma patronne, s'est approchée, s'insérant sans heurts dans le cercle. Elle a posé une main légère sur mon bras, un geste de familiarité décontracté et professionnel. Jacques, désolé d'interrompre. Le responsable de l'équipe Girard vient d'arriver. Il est impatient de vous rencontrer avant lundi. Avez-vous un moment? J'ai souri, un sourire sincère et facile. Bien sûr. Je me suis retourné vers Sophie. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés, observant la présence confiante de Claire, la mention du client prestigieux, la facilité avec laquelle j'habitais un monde dont elle ne savait rien. Si vous voulez bien m'excuser, ai-je dit, ma voix l'incarnation même de la finalité polie. Je n'ai pas regardé en arrière en m'éloignant avec Claire. Je n'en avais pas besoin. Je l'avais vu dans les yeux de Sophie, la prise de conscience naissante et horrifiante que sa pire crainte s'était réalisée. Elle était sans importance. L'histoire qu'elle se racontait de ma langueur, de ma blessure cachée, d'un amour qu'elle pouvait sauver était une fiction. Je ne me cachais pas dans mon travail, je m'épanouissais. Je n'étais pas seul, j'étais entouré de respect et de nouvelles possibilités. Et l'homme qu'elle avait rejeté n'était pas brisé. Il était simplement parti, remplacé par quelqu'un de plus calme, de plus fort et de totalement désintéressé par les débris qu'elle avait laissés derrière elle. L'orchestre a commencé à jouer à l'intérieur. L'odeur du dîner flottait dans l'air. J'ai serré la main du client important, mon esprit entièrement engagé dans l'avenir prometteur. Quelque part derrière moi, dans le crépuscule grandissant, un fantôme de mon